Donald Trump répond à Joe Biden et le qualifie d'ennemi de l'État. À 2 mois des élections demi-mandat, les attaques se font plus violentes. Pour la 2e fois d'affilée, la mission Artemis n'a pas pu décoller de Floride ce samedi. Les prochaines fenêtres de tir sont dans plusieurs semaines. Alors que la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia a de nouveau été déconnectée du réseau électrique ce samedi, la Turquie propose sa médiation sur ce dossier. Au Pakistan, les victimes de l'inondation accusent l'État de les laisser seuls alors que l'aide internationale continue d'arriver. Les motocyclistes en colère suite à la mise en place ce jeudi du stationnement payant pour les 2 roues à moteur thermique dans les rues de la capitale française. Un drapeau géant de Donald Trump, pas de doute, nous sommes bien à un meeting des républicains américains. L'ex-président des États-Unis était hier en Pennsylvanie face à ses supporters pour la première fois depuis la perquisition de sa propriété de Mar-a-Lago. À un peu moins de 2 mois des élections de mi-mandat, le patron incontesté du parti a répliqué aux attaques de Joe Biden, qui 24 heures plus tôt avait qualifié son mouvement de menace pour la République. Joe Biden est un ennemi de l'État. Vous voulez savoir la vérité? L'ennemi de l'État, c'est lui et le groupe qui le contrôle. Le raid et le cambriolage honteux de ma maison à Mar-a-Lago était une parodie de justice qui a tourné en dérision les lois, les traditions et les principes de l'Amérique devant le monde entier. Le monde entier regardait et il est choqué. Détourner l'attention de ses ennuis judiciaires, une défense typique pour Donald Trump. Il est soupçonné par le FBI d'avoir illégalement conservé des documents classés secret défense. Un élément intrigant que, j'en suis sûr, les enquêteurs essaient de mieux comprendre, c'est la découverte de dizaines de dossiers vides portant des marquages classifiés. Et le document du ministère de la Justice ne dit pas du tout clairement ce qui était censé se trouver dans ces dossiers. Qu'est-il arrivé à ces documents ? Le 8 août, des milliers de documents censés revenir aux archives nationales avaient également été trouvés dans sa résidence. Une perquisition inédite pour un ancien chef d'État américain que Donald Trump a qualifié d'illégal et anticonstitutionnel. Nouvel échec pour la NASA et son programme Artemis. Ce samedi, sa méga-fusée censée assurer à terme le vol habité vers la Lune n'a pas pu décoller pour la 2e fois d'affilée. En cause, un souci technique, une fuite de carburant, de l'hydrogène ultra froid que les équipes de l'agence spatiale américaine n'ont pas pu colmater. Il faudra donc attendre plusieurs semaines avant de voir la fusée s'envoler. La fenêtre de tir est aujourd'hui fermée. Nous ne ferons pas de lancement. Vous savez que cette période se termine mardi. Nous ne procéderons à aucun lancement au cours de cette période. La validité des prochaines fenêtres de tir dépendra vraiment des options que l'équipe proposera probablement lundi ou tôt mardi matin. Samedi, des milliers de personnes s'étaient rassemblées aux abords du centre spatial Kennedy de Floride pour assister à ce qu'ils espéraient être une étape historique de la conquête spatiale. Ça fait 50 ans qu'on attend qu'il retourne sur la Lune. Depuis que Gene Cernan a quitté la Lune en décembre 1972, en décembre prochain, ça fera 50 ans. Je pense que nous aurions dû y retourner bien plus tôt. Je suis impatient d'y assister. En raison des positions de la Terre et de la Lune, de la météo, les fenêtres de tir sont limitées. La prochaine débute le 19 septembre et finit le 4 octobre. Mais selon les experts, il faudra peut-être attendre quelques semaines de plus pour tenter un nouveau décollage. La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par les troupes russes depuis mars dernier, reste au cœur des préoccupations. Ce samedi, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont des experts se trouvent sur place, a déclaré dans un communiqué que la centrale a de nouveau perdu la connexion au réseau électrique après de nouveaux bombardements dans la zone. Ce samedi toujours, le ministère russe de la Défense a affirmé que Moscou avait repoussé la veille une tentative d'assaut des forces ukrainiennes pour s'emparer de la centrale. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé à son homologue russe Vladimir Poutine la médiation de la Turquie pour aider à résoudre la crise autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe.
Ankara a l'intention de présenter une proposition qui prévoirait, comme lors de l'accord sur les céréales, la création à Istanbul d'un bureau dédié au dialogue. Sur place en Ukraine, l'inquiétude règne au sein de la population dans les localités voisines de la centrale, comme ici à Zoria. Le plus effrayant, c'est la centrale, parce que les enfants et les adultes seraient touchés. Et c'est effrayant si la centrale nucléaire explose, elle est proche du village. Par précaution, les autorités ont distribué des comprimés d'iode aux habitants de la région, et notamment ici à Zaporizhzhia, situé à environ 50 km de la centrale. Les écoles où les enfants allaient en cours il y a encore quelques mois ont été transformées en centres de distribution des comprimés. Plusieurs jours après l'arrêt des pluies, le paysage est encore noyé sous les eaux. Au Pakistan, où un tiers du pays a été submergé, l'aide internationale commence à arriver et les besoins sont immenses. 33 millions de personnes sont aujourd'hui sans abri. Ma maison s'est effondrée dans les eaux. Je traverse une période très difficile. Quand les inondations ont frappé, j'ai emmené mes enfants sur la route. J'ai pris ce que je pouvais dans ma maison. Personne du côté du gouvernement ne nous aide dans cette situation difficile. Plus de 1260 personnes ont perdu la vie ces dernières semaines. Pour beaucoup de réfugiés, les autorités les laissent désemparés. Mon village est submergé par les eaux. Nous n'avons même pas pu sortir nos affaires. J'ai réussi à évacuer mes enfants malgré les difficultés. Vous pouvez voir, nous n'avons pas reçu de rations, de tentes. Nous avons fait un abri en plastique et mes enfants sont à l'intérieur et sont en train de tomber malades. 29 avions d'aide internationale en provenance de Turquie, de Chine ou du Qatar notamment se sont posés ces derniers jours. La France a également fait parvenir des médicaments et des pompes. Une équipe de médecins est arrivée sur place, car des maladies comme le paludisme ou le choléra pourraient désormais se développer. Plusieurs centaines de conducteurs de 2 roues ont manifesté samedi dans les rues de Paris. Ils protestaient contre l'introduction du stationnement payant pour les motos et scooters non électriques depuis le 1er septembre. Selon la Fédération française des motards en colère, cette mesure va surtout affecter les plus précaires. Les personnes les plus touchées par cette mesure sont les personnes de la couche sociale moyenne voire basse qui n'ont pas le choix d'habiter en dehors de Paris parce que les loyers sont bien trop élevés et qui doivent venir travailler à Paris et qui n'ont aucune alternative autre que le 2 ou 3 roues autorisés parce qu'ils sont sur des horaires décalés et n'ont pas de moyens de transport en commun, bus, train, RER, métro ou autre parce que ces transports-là ne sont pas bien organisés pour ces personnes-là. Depuis jeudi, le forfait pour ces véhicules à moteur thermique est de 3 € par heure pour l'hypercentre parisien et de 2 € pour le reste de la capitale. En cas de non-paiement, les motocyclistes s'exposent à des amendes de minimum 25 €. Les Chiliens décident ce dimanche s'ils valident ou non la nouvelle constitution proposée par leur gouvernement de gauche. Le référendum à vote obligatoire invite les 15 millions d'électeurs à remplacer un texte rédigé sous la dictature d'Augusto Pinochet. Décrite comme progressiste, cette constitution inclut le droit à l'avortement volontaire, la reconnaissance de droits environnementaux et des peuples autochtones. Elle divise toutefois la population et la plupart des sondages prédisent une victoire du non. Ils demandaient la priorité aux questions nationales. Environ 70 000 Tchèques se sont rassemblés samedi à Prague pour contester contre la trop forte attention portée par leur gouvernement à la guerre en Ukraine. Lancé notamment par des groupes d'extrême droite, le mouvement a surtout dénoncé l'inflation et la crise de l'énergie. Certains manifestants ont aussi réclamé la neutralité militaire de leur pays et ont brandi des slogans anti-Union européenne. Nous sommes en Cisjordanie, à une dizaine de kilomètres de Ramallah. Et ici, depuis 2005, se tient chaque année une fête de la bière. Difficile à croire dans le monde arabe, très majoritairement musulman. Autre particularité, l'événement est organisé par la marque de bière locale, Taïbeh, qui est dirigée par une femme. Depuis l'âge de 9 ans, je regardais mon père, mon oncle et mon grand-père faire tourner l'entreprise, explique Madis Kouri. J'ai tellement aimé ça que je suis rentré de Boston après avoir été diplômé de l'université pour gérer l'entreprise familiale et apprendre le brassage. Avec seulement 9 localités chrétiennes en Cisjordanie, principaux consommateurs d'alcool, la famille a toujours été obligée d'exporter, non sans difficulté. Personne ne s'attend à de la bière en Palestine, n'est-ce pas ? Ou à une femme brasseur en Palestine. Je suis d'accord pour dire que les femmes ont beaucoup de difficultés dans cette industrie. Et encore plus en étant dans un pays dominé par les hommes,
un pays arabe mais également sous occupation. La jeune femme dit vouloir développer l'entrepreneuriat pour participer à la construction d'un État en Palestine. 16 000 personnes étaient attendues pour cette édition.